qui sont inégaux en faveur, qui sont en défaveur du Venezuela. Bien sûr. Les États-Unis d'Amérique sont décidés jusqu'aujourd'hui encore à déposer Maduro. Les États-Unis d'Amérique font tout et tout pour déposséder le Venezuela des fonctionnaires compétents pour que le pays soit sévré de compétences pour faire rouler la bureaucratie. Les États-Unis font tout et tout pour financer l'opposition à Maduro et afin de présenter, le moment venu, une alternative qui n'est pas nationaliste. Ouais. Donc, on a cette complexité. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque vous avez un leader qui arrive au pouvoir en 1998, Chavez, ces réformes, comme je le disais, se font de façon empressée, à la va-vite et sans idéologie profonde. Parce que les dépenses publiques et la consommation interne, qui étaient les piliers de la politique de Chavez, ne peuvent pas développer un pays sur le long terme, surtout pas un pays qui est sous la menace d'une grande puissance impérialiste comme les États-Unis d'Amérique. Donc, il aurait peut-être fallu à Hugo Chavez, en ce moment-là, d'insister sur l'éducation des Vénézuéliens, de travailler pour que les Vénézuéliens aient une épaisseur, une consistance au niveau de leur pédagogie du monde, qu'ils comprennent les enjeux, afin que le moment venu, regardez ce qui se passe après, c'est les Vénézuéliens qui brûlent leurs propres bâtiments publics. C'est les Vénézuéliens qui cassent les roues, qui brûlent les voitures. Donc, ce civisme-là, si Chavez avait utilisé les 13 000 milliards de dollars qu'il a pu produire en près de 14 ans pour éduquer les Vénézuéliens, pour former les Vénézuéliens, pour les amener à comprendre le monde, on aurait aujourd'hui une situation différente. Certes, l'Amérique serait toujours en train d'essayer de revenir, mais les Vénézuéliens comprendraient ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui des opposants qui roulent pour l'Amérique, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Donc, la situation du Venezuela, c'est un cas d'école. Pour moi, ce n'est pas le mauvais exemple. C'est l'exemple du cas complexe, dans lequel un leader nationaliste n'arrive pas à établir des institutions inclusives pour partager la prospérité issue du pétrole, parce qu'il est très empressé de combattre l'ennemi étranger. Ouais. Donc, il n'y a pas de sérénité dans la révolution d'Hugo Chavez. Et Maduro se comporte de la même manière. Ouais. Il n'est pas serein. Parce que, est-ce qu'il doit combattre les Américains? Est-ce qu'il doit chercher la prospérité des Vénézuéliens? Il est départagé. Donc, c'est une situation complexe où toute personne, tout leader, tout révolutionnaire perdrait son latin s'il devait résoudre une telle équation. Voilà. Alors, Eric, sur la question, effectivement, du Venezuela, on se rend compte, et le docteur Simo Diom l'a dit, c'est que tant qu'il n'y aura pas un changement de régime, rien ne va marcher. Parce que les États-Unis en ont fait, j'ai envie de dire, une affaire personnelle. Il faut régler, parce que si jamais ce modèle réussissait et devenait un succès, ça contaminerait toute la région, ce que les États-Unis veulent absolument éviter. Tout à fait. Je suis d'accord avec Maurice lorsqu'il parle de la complexité du cas du Venezuela. Parce que j'ai cru à un moment qu'il s'agissait d'un cas typique de malédiction des ressources naturelles, tel que décrit par Richard Outi en 1990. Mais lorsqu'on observe la situation économique du Venezuela, on se rend compte que lors des premières années de pouvoir d'Hugo Chavez, il y a quand même eu une certaine embellie sur le point du... Oui, c'est normal, il avait nationalisé les compagnies de pétrole, il y avait de l'argent qui rentrait directement dans la caisse et surtout publique. de l'argent qui était bien utilisé. Donc il n'y a pas eu une corrélation négative entre l'augmentation des recettes pétrolières et la croissance économique. Il y avait quand même une évolution assez équilibrée entre les deux. Je dirais même d'ailleurs que Chavez, jusqu'en 2010, avait réussi à ramener le taux de pauvreté de 49 à, je crois, 27% au Venezuela. Mais sauf qu'on a un leader central, comme il vient de le décrire, qui est tellement absorbé par sa volonté de combattre l'impérialisme qu'il devient laxiste sur un certain nombre de questions. Nous avons la grande compagnie pétrolière publique, le PDSVA, qui concentre à elle seule toutes les recettes, toute la stratégie d'exploration, je veux dire de distribution du pétrole, mais qui ne compte même pas, qui compte à peine 200 000 employés directs et indirects dans un pays de 28 millions d'habitants. Donc Chavez a complètement abandonné le secteur de programmation économique pour se concentrer sur les États-Unis.
Or, oubliant qu'il était entouré des personnes qui n'avaient pas le même potentiel révolutionnaire que lui. Pour ne pas te couper, vous savez, Hugo Chavez, pendant la catastrophe de Katrina, je crois en 2004, a aidé les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez à quel point l'anti-américanisme a pu l'aveugler au point où, pour mettre en avant son orgueil, il a utilisé une partie de l'argent du pétrole de son peuple pour humilier les États-Unis d'Amérique. Mais de tels actes sur le court terme, ça peut vous engendrer un certain regain de popularité, mais sur le long terme, ça ne peut pas. Il y a un problème. Il y a forcément, parce qu'on est quand même surpris de constater qu'au Venezuela, il n'existe pas de raffinerie, que le Venezuela qui regorge, qui a les premières réserves, qui est le tout premier pays mondial à contenir des réserves. On parle de 300 milliards de barils de pétrole. C'est carrément une garantie sur 2 siècles. C'est 24% des réserves mondiales. Oui, c'est une garantie sur 2 siècles. Vous comprenez, on est quand même surpris lorsqu'on se rend compte qu'un tel pays ne dispose pas de raffinerie et qu'il est obligé d'importer le pétrole pour distribuer à ses populations. Vous comprenez donc cet endormissement et cet acharnement, cette obsession de Hugo Chavez à combattre l'impérialisme américain au point de financer les autres États qui sont anti-américains. Parce que l'argent du pétrole, Chavez ne l'utilisait que pour combattre l'impérialisme. Monsieur Takam, sur la question du Venezuela, c'est un cas tellement intéressant, le Venezuela. Oui, moi je crois que c'était une question de cadre macroéconomique qui n'était pas très bien adapté. C'est tout. Mais je dois dire que à côté de ce combat avec les États-Unis, en réalité, Chavez a fait beaucoup de choses qui n'ont pas marché pour plusieurs raisons. Il y avait le projet Che Guevara, qui était un projet qui avait pour ambition de former les Vénézuéliens pour que l'argent du pétrole leur permette d'investir, de créer des entreprises pour la transformation structurelle de l'économie du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont formé près d'1 million de citoyens. Mais sur les 1 million, il y a moins de 250 000 qui se sont installés. Et pour finir, l'économie était encore tenue par le secteur privé. Or, la lutte, c'était pour que les richesses du pays soient prochainement gérées par l'ensemble, de manière équitable et de manière inclusive, par l'ensemble de la population. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas suivi. Et pourquoi ça n'a pas suivi? C'est très simple. Vous avez beaucoup d'argent, vous formez des gens, vous leur donnez des crédits sans contrôler. Mais quand moi je prends l'argent, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais investir dans d'autres choses. Dans le cadre du Cameroun, on sait très bien qu'il y avait des moments où on donnait de l'argent aux gens, ils allaient plutôt prendre des femmes. Hein? D'autres femmes, ils allaient prendre des crédits, ils allaient prendre des femmes ou s'acheter des voitures ou aller en vacances. Ça, c'est ce qui s'est passé effectivement. Mais alors ça, ce n'était pas suffisamment encadré. Mais c'était bien pensé. Malheureusement, ce n'était pas bien. Donc, je pense que le seul fait d'avoir une idéologie ne suffit pas. Il faut aussi voir comment encadrer toutes ces choses-là. Et se projeter, parce que pour revenir à ce que disait le docteur Simodia, le gros problème de Chavez aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas pensé dans la durée. Il a pensé à court terme. Par le court terme. Il a réussi à faire une révolution, il a réussi à mettre un certain nombre de choses en place, mais il ne s'est pas demandé comment ça se ferait après. Donc, l'autre chose aussi, c'est, vous savez que dans ces choses-là, il y a les aspects liés à la corruption qu'on ne voit pas rapidement. Le dirigeant, il met beaucoup d'argent, il sait que là, j'ai mis l'argent, c'est en train de suivre, mais il n'y a personne qui contrôle comment ça se passe. Pendant qu'il se dit, ah tiens, j'ai mis des milliards dans telle banque, d'ici tel nombre d'années, je laisse ceci. La preuve est que quand il arrivait, l'économie était contrôlée à près de 60% par les multinationales, mais à la fin, à son départ, c'était à plus de 70% que le secteur privé contrôlait l'économie, alors que les coopératives agricoles, les petits entrepreneurs, ne contrôlait que 1,7%. Alors, il avait donc totalement échoué par rapport à ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que le cadre macroéconomique doit être toujours très très bien défini et très bien maîtrisé par ceux qui dirigent. Et effectivement, nous parlons de l'intelligence économique. Je reviens dessus pour dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait qu'on mette l'accent
Parce que sans intelligence économique, nous ne savons pas où nous allons. Alors, Igizine, rapidement sur Non, la je question. vais te dire. Tu as invité une fois ici un monsieur que j'admire, le professeur Pondy, qui a dit une chose fondamentale. On a comme l'impression que dans beaucoup de pays, on n'investit pas beaucoup dans la recherche, le développement et l'intelligence stratégique. Et même les gens qui font l'intelligence stratégique, on les considère comme des parias. On ne peut pas avancer comme ça. Il avait totalement faux, Hugo Chavez. Totalement faux. Tu ne peux pas, alors que tes revenus dépendent à 95% des recettes d'exportation d'un seul produit, décider de tuer la compétitivité de ce produit-là. Parce que lorsqu'il a nationalisé l'entreprise pétrolière, il s'est retrouvé avec un pool de personnes qui manquaient totalement d'expertise. L'entreprise sous-traitait tout et s'est retrouvée avec des factures parfois impayées de l'ordre de 30 millions de dollars. Une des grosses, la crise a vraiment commencé à être ressentie lorsque ses partenaires, les Russes qui étaient les amis d'Hugo Chavez, ont saisi un bateau de la compagnie pétrolière nationale pour une facture impayée de 30 millions de dollars. Ils ont saisi le bateau. Les Chinois qui consomment une bonne partie du pétrole vénézuélien, pourquoi ils ne lui sont pas venus en aide? Donc, moi, je ne veux pas qu'on voit ça juste sous le prisme de l'impérialisme américain. Après, oui, peut-être que c'est son erreur fondamentale. Oui, de s'être focalisé. C'est focalisé là-dessus. Ouais. Mais il a raison, le professeur, M. Takam, le cadre macroéconomique doit être au cœur de tous les combats que nous menons. Je suis d'accord avec le professeur Maurice Simodium. On doit mener des combats, mais il faut toujours définir le cadre macroéconomique. Et tu mesurer les rapports tu ne peux de pas force. augmenter le salaire de tes fonctionnaires alors que ton système productif ne permet pas de capter ces augmentations de salaire. Forcément, ils vont dépenser l'argent pour les biens importés. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'une industrie s'était développée au Venezuela, l'industrie de la beauté du corps. Pratiquement, les gens dépensaient l'équivalent de 3-4 milliards de dollars pour se refaire de la chirurgie plastique. Ça, c'est réel. Et on arrive à ce stade, quand on a tellement d'argent, je ne t'imagine pas toi aller dépenser même 10 francs pour te faire de la chirurgie plastique. Mais ces gars dépensaient 3-4 milliards de dollars par an. Et qui leur faisait cette chirurgie plastique? Des médecins américains qu'ils combattaient. Donc, il faut faire très attention. Et puis même la subvention qu'on donnait pour les produits de première nécessité, pour de la nourriture, toute cette nourriture était renvoyée à l'extérieur parce que le gouvernement subventionnait beaucoup plus qu'il n'en fallait. Et puis, donc, les pays voisins profitaient de la manne. Ça, c'est vrai. Et tout ça, ça s'est retourné contre le pays. Alors qu'il fallait tout faire pour vraiment investir dans le primaire et le secondaire. Dans ces deux secteurs, si on avait vraiment réussi à investir suffisamment là-dessus, on devait avoir cette transformation. Peut-être le professeur va clôturer. Pour ça, tu vas clôturer. Je vais prendre un dernier exemple. Peut-être qu'on en parlera. Il y a les Émirats arabes unis aujourd'hui qui montrent le parfait exemple. Leur pétrole est totalement exploité avec des partenaires américains, avec une forte emprise de sociétés d'État. Mais comme ils ont compris que le pétrole n'était pas durable, les Émirats arabes unis ont développé un pôle qui continue de leur apporter des devises. Ils ont créé une grosse plateforme commerciale offshore où tout le monde achète tout et vend tout. Aujourd'hui, tu as 1 million de personnes qui visitent l'Émirat de Dubaï tous les mois, si ce n'est tous les ans. Ils viennent dépenser au moins 10 ou 20 dollars là-bas. Ça fait donc que l'économie du pays capture ces dollars-là, mais l'infrastructure a été construite grâce aux revenus du pétrole. Parce qu'ils ne pouvaient pas diversifier dans l'agriculture, puisque c'était un gros désert où on ne peut rien cultiver. Donc, je pense peut-être qu'on en parlera une autre fois. On aura l'occasion d'en parler dans notre commission. Monsieur Zoyem, et puis on va laisser... le professeur Tout à l'heure, M. Takam a parlé de l'insuffisance des investissements dans le secteur de l'éducation. Je ne pense pas que ce soit qu'on puisse dire les choses ainsi, parce que Chavez a quand même consacré près de 45% du budget du Venezuela sur les programmes sociaux, y compris l'éducation. La difficulté qu'a eu Chavez, c'était d'être au centre d'une politique, d'une idéologie révolutionnaire, sans être sûr qu'il s'entoure de bonnes personnes. Parce que lui, les gens avec qui il travaillait, il a choisi de travailler pendant ses 14 ans de pouvoir, étaient des gens qui avaient d'autres objectifs, qui n'avaient pas le même potentiel révolutionnaire et qui n'avaient pas la même vision que lui. Vous avez vu la corruption s'étendre. Vous avez des personnes qui ont cherché, qui ont tout fait de s'enrichir très vite, de faire des investissements à l'étranger aux États-Unis, qui ont eu des alliances au sein de la diplomatie américaine pour déstabiliser le pouvoir de Chavez. Mais lui, il était obsédé par son idéologie révolutionnaire, pensant s'être entouré de bonnes personnes. Et il y a aussi ce laxisme et cette inconscience intergénérationnelle entre des gens qui ont dirigé. Il n'a pas su disséminer l'esprit révolutionnaire. On a parlé ici, sur ce même plateau, les arbitrages macroéconomiques. Il y a un mois du cas de la Corée du Nord.
vous avez un leader, 3 générations de leaders qui ont une idéologie, qui ont un objectif, libérer la Corée du Nord et après on va chercher à développer l'économie. Du Sud, tu veux dire? Et ils sont... La Corée du Nord. La Corée du Nord, je parle de la Corée du Nord. Ils sont rigoureux sur cette idéologie. Vous avez vu le jeune qui vient d'arriver, Kim Jong-un, qui a dû sacrifier l'un de ses oncles, tout simplement parce qu'il somnolait lors d'une cérémonie officielle. On ne blague pas avec l'objectif du pays. Tant qu'on ne l'a pas atteint, si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez du système, on vous élimine. Une fois qu'on l'a atteint, maintenant il a sa bombe atomique, il peut coopérer avec les États-Unis pour leur dire, bon, on meurt de faim quand même chez moi, il y a la pauvreté, il y a ceci, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est ça l'objectif. Au Venezuela, ils n'ont pas su prendre la mesure de la chose. Faisait de la chirurgie plastique, je te dis. Alors, Terminons sur le Il voulait être Venezuela beau. et on va parler du... nous parlons de la carte à 1 milliard de dollars de la Banque mondiale pour les ressources naturelles africaines. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Venezuela est la première réserve mondiale en termes de pétrole. Quel est le lien entre ce projet de la Banque mondiale et la situation du Venezuela? Alors, le problème, c'est une question de rapport de force. Nous voyons un continent qui a 1 milliard 300 millions d'habitants qui va être mis en coupe réglée pour une cartographie qui va ressembler à ce que, lorsque tout à l'heure vous parliez de la deuxième conférence de Berlin, c'est une deuxième conférence de Berlin, sauf qu'elle va cartographier la richesse. Donc, est-ce qu'avec cette carte, nous avons la possibilité d'avoir la prospérité que nous n'avons pas eue depuis que c'est les multinationales qui opéraient et qui nous disaient quelles sont les réserves de pétrole, d'uranium et tout dans notre sous-sol? Quand nous parlons du Venezuela, nous avons 40 ans d'années pré-Chavez. Les multinationales avaient pignon sur rue. Et le Venezuela n'avait pas du tout le progrès. Le Venezuela stagnait dans la pauvreté extrême. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire le bilan des 20 années de la révolution bolivarienne avec Hugo Chavez et aujourd'hui avec Alex Maduro. Est-ce que le Venezuela a le progrès? Non plus. Alors c'est un grand dilemme, le dilemme des rapports de force. Savoir que nous avons une richesse, savoir que nous avons le pétrole, 24%, de la production de la réserve mondiale, c'est une chose, mais il faut mettre ça en corrélation avec l'ennemi. L'ennemi, il est là, il est omniprésent. Les États-Unis ont 7 bases militaires en Colombie. Donc à tout moment, si les États-Unis décident d'envahir le Venezuela, ce sera du pain béni. Donc ce sera facile à faire. Donc il faut maîtriser la situation des rapports de force. Quelles sont les forces de mon ennemi, les États-Unis d'Amérique? De quoi sont-ils capables? Quel type de rétorsion, quel type de répulsion peuvent-ils mener pour contrecarrer la révolution? Alors, est-ce que je dois tenir compte des rapports de force? Est-ce que je dois tenir compte de la force, de la puissance de l'ennemi? Oui. Est-ce que Chavez a tenu compte de tout cela? Non. Et donc aujourd'hui, si les Africains engagent un débat avec la Banque mondiale sur la carte à 1 milliard de dollars, ils doivent acquérir de l'intelligence stratégique et avancer avec la notion des marges de manœuvre. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Quelles sont les actions qu'ils peuvent poser et à quel moment est-ce qu'il faut agir? D'accord. Alors, je reste avec vous parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. On a un autre exemple qui est le meilleur exemple. C'est la Norvège où le pétrole est une bénédiction et tout le monde en profite. Qu'est-ce qui justifie justement que la Norvège, parce qu'on parle du pétrole, ce n'est pas un pétrole différent, c'est le même pétrole. Qu'est-ce qui a fait la spécificité de la Norvège? Pourquoi là-bas, et ce n'est pas seulement le cas de la Norvège, la plupart de ces pays scandinaves ont réussi à dompter leurs ressources naturelles. Qu'est-ce qui peut constituer l'explication principale? La première chose, c'est que la Norvège a 5 millions d'habitants. Donc c'est une population relativement facile à manager. Ce n'est pas un boom démographique comme la Chine. Donc, c'est plus facile à manager un pays pareil. La taille. Mais ce n'est pas l'argument le plus important. L'argument le plus important, c'est il n'y a pas une chape, une menace impérialiste qui pèse sur la Norvège. Et le pétrole de la Norvège ne fait pas l'objet d'une grande convoitise de la part d'un pays voisin. Pourquoi? La Norvège a été un pays colonisé par le Danemark pendant 4 siècles. Elle a ensuite appartenu comme un pays colonisé ou un protectorat à la couronne suédoise pendant 100 ans. La Norvège, autant pour moi, a acquis son indépendance de façon pacifique en 1905 et
Aujourd'hui, on peut dire qu'entre 1905 et 2018, la Norvège n'a pas fait l'objet d'une guerre, n'a pas fait l'objet d'une invasion, n'a pas fait l'objet d'un coup d'État télé-administré, téléguidé. Donc, je peux dire les étoiles sont alignées pour la Norvège. Mais ce n'est pas non plus ça qui fait que la Norvège tire de façon optimale profit de son pétrole. C'est que cette sérénité a bénéficié aux Norvégiens qui en ont donc profité pour mettre en place des institutions inclusives qui sont caractérisées par le pragmatisme. Les Norvégiens ont essayé plusieurs systèmes de répartition des richesses et ce qui a marché a été conservé. Idem pour les voisins, les Danois, idem pour les Suédois, qui sont des pays scandinaves avec eux, idem pour la Finlande, qui est un autre pays scandinave, qui est un autre pays nordique, qui n'est pas un pays scandinave. Donc, tous ces 4 pays ont bénéficié de cette relative sérénité, n'ayant pas fait l'objet d'une grande convoitise, ont profité, ont utilisé cette sérénité pour mettre sur place des institutions inclusives. Aujourd'hui, quand on parle d'État-providence, il vient à l'esprit de tout le monde que c'est en Scandinavie, donc que c'est en Europe du Nord. L'État-providence, c'est la solidarité. Les Norvégiens ont eu assez de recul, assez de sérénité pour dire, voilà le pétrole, il est là, mais il n'est pas là pour longtemps. Il va falloir penser aux générations futures. Donc, la première manifestation de la solidarité, c'est un fonds souverain. Et aujourd'hui, le fonds souverain de la Norvège, c'est le plus important au monde, avec des actifs évalués à 1000 milliards de dollars. Donc, c'est le plus grand fonds. Chaque année, il rapporte à la Norvège plus de 100 milliards de dollars. Donc, c'est pour dire que la Norvège pense à l'avenir. La solidarité se manifeste également sur le plan horizontal, donc sur le présent. La Norvège a un système de répartition de la richesse qui est formidable, tout comme les autres pays de l'Europe du Nord, qui se caractérise par, d'abord, il y a les syndicats dans les entreprises, mais les syndicats n'ont pas la primauté. Il y a plutôt un système de consensus et de dialogue social. Il n'y a pas un code de travail qui est voté à l'Assemblée nationale, c'est plutôt dans le dialogue. Les grèves sont interdites parce que les grèves violent le consensus. Seul le dialogue permet d'avoir des dispositions pour avancer. Donc, cette recherche du consensus, cette recherche de la solidarité peuvent expliquer le miracle de la Norvège. Mais, comme je le dis, il a fallu que les conditions soient définies. La sérénité, elle est issue, qu'elle fait suite à la non-convoitise internationale. Donc voilà la situation de la Norvège de mon point de vue. Non, je crois que c'est plus complexe. Déjà, il faut dire qu'au sorti, et puis c'est très intéressant de savoir qu'ils ont vécu 5 siècles d'occupation, tout comme l'Afrique. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les puissances occupatrices n'ont pas voulu mettre la main. Ta question est fondamentale. Comment la Norvège, qui a vécu aussi l'occupation, qui est un tout petit pays, 5 millions d'habitants, on les rase en une journée, pourquoi elle s'en sort mieux dans la gestion de son pétrole? On va en revenir à la manière dont sont gouvernés les pays, le cadre macroéconomique. Le pétrole n'est pas le tout pour la Norvège. L'économie norvégienne repose sur un ensemble d'autres services, d'autres productions qui occupent ces 5 millions d'habitants. Ça fait donc que le pétrole devient dans la valeur ajoutée supplémentaire, un peu comme si vous avez fini de travailler à Vox Africa et votre boss vous ajoute 20 000 francs de bonus tous les mois sur votre salaire. Techniquement, si vous n'avez pas un besoin immédiat, ces 20 000 vont s'empiler. Je crois que c'est ça le premier avantage de la Norvège. Le deuxième avantage, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu l'établissement du nouvel ordre mondial, peut-être docteur tu le sais, les Norvégiens se sont rangés du côté de l'OTAN. Donc, je vois mal la Norvège. Les seuls qui peuvent attaquer la Norvège aujourd'hui, c'est la Russie. Or, je vois mal la Russie se lever le matin et aller attaquer la Norvège, parce que si elle le fait, il y aura une réplique de tout l'arsenal OTAN derrière. Et au sein de l'OTAN, dans lesquels les États-Unis font partie, parce que l'OTAN leur servait à établir le rideau de fer, l'Amérique ne peut pas se lever un matin et aller attaquer l'allié norvégien. Ça n'aura plus de sens. Donc je pense que d'une certaine manière, autant le Venezuela a bénéficié des conditions
défavorable, d'un manque de vision stratégique à long terme, autant les Norvégiens, qui sont déjà un peuple travailleur, un peuple qui sait vivre dans la difficulté, parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais quand vous êtes en Norvège, vous avez des périodes à moins 30 degrés, à moins 10, moins 20 degrés. C'est des endroits où vraiment on n'a pas l'esprit à faire la fête comme en Afrique équatoriale, où on cueille les fruits et on mange le gibier. Donc, je pense que c'est... Mais après aussi, les Norvégiens ont une culture, tu l'as dit, de dialogue, mais surtout d'honnêteté et de transparence. Ouais, je voulais parler justement de la transparence. Bien sûr. Parce que ce qui est frappant en Norvège, c'est que chaque centime que rapporte le pétrole est connu quasiment de tous les citoyens. Il n'y a pas d'opacité. Et les fonctionnaires n'ont pas le droit de prendre des avions de business class. Vous pouvez entrer dans le bureau du ministre et lui demander la teneur d'un courrier qui est adressé à son titre de ministre. Il va vous rendre compte de ça. Alors que dans les autres pays, même si Hugo Chavez s'est lancé dans la campagne contre les US, il n'était pas transparent avec son peuple. En Afrique, on a un peuple comme ça, la Guinée équatoriale, qui n'a pratiquement pas plus d'1 million d'habitants, qui est le troisième ou le deuxième producteur africain, mais 50 à 60% des Équato-Guinéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, au final, je pense que c'est un mélange de transparence, un mélange d'alliance. La Norvège avait de bons alliés, parmi lesquels les impérialistes américains qui ne pouvaient pas les attaquer. Et puis, je crois aussi qu'il y a la manière de gérer et aussi une population travailleuse, une économie diversifiée. Alors, monsieur qui était sur la question. Sur la question, pour ma part, je pense que la Norvège a quand même tiré les leçons de son voisin pas très lointain, les Pays-Bas. Vous savez, la Norvège commence à exploiter son pétrole en 1971 et toute la communauté internationale a encore à l'esprit le fâcheux exemple la maladie hollandaise, le mal hollandais, qui est cette maladie qui a frappé les Pays-Bas à la suite d'importantes recettes pétrolières, recettes gazières, à la suite de la découverte des gisements gaziers dans la mer du Nord. Et on s'est rendu compte que plus les recettes du gaz d'exportation augmentaient, moins la croissance économique évoluait. Et ça évinçait la plupart des secteurs productifs. Et la Norvège, quand elle s'engage dans la production du pétrole, elle a encore en esprit ce fâcheux exemple et décide d'être prudente vis-à-vis de son exploitation pétrolière. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le pétrole, la première mesure, c'est qu'on sépare le pétrole du budget de l'État. Le pétrole est géré à part. Ouais. Il y a un fonds pétrolier, Simon John vient de le dire, qui est créé en 1990 pour conserver les ressources pétrolières. Et ce fonds fonctionne sous la base de certaines conditions. Il ne peut être prélevé à plus de 4%. On l'a d'ailleurs vu en 2015, lorsque la Norvège a été un peu menacée, sa croissance économique est passée sous la barre des 1%. Le déficit budgétaire était énorme. La Norvège a prélevé dans le fonds à hauteur de 2,6% pour combler le déficit budgétaire. Mais là, on était toujours en deçà des 4% autorisés par la loi. Il y a eu une certaine prudence dans les dépenses publiques. Et ce qui fait qu'on a réussi à inculquer dans l'esprit des Norvégiens l'absence d'euphorie vis-à-vis du pétrole. Et une autre explication, c'est cette conscience écologique. Vous savez que la Norvège, c'est l'un des pays qui a une très grande conscience écologique, qui a entrepris des grands investissements en matière de protection de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, le recyclage. Et qui fait que la Norvège, c'est les dirigeants norvégiens, toutes les générations confondues, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ont toujours une certaine méfiance vis-à-vis du pétrole qui fait partie des énergies fossiles. Les énergies fossiles dans la gouvernance mondiale, le changement climatique, tous les pays, il y a des pays qui estiment carrément qu'on devrait sortir de ces énergies. Bien sûr. Cette conscience écologique a poussé la Norvège à être prudente dans l'utilisation de son pétrole et nous avons des conséquences qui sont quand même intéressantes. C'est le 5e pays d'après les Nations Unies, c'est le 5e pays le plus corrompu au monde, 5e sur 175. Le moins corrompu, tu veux dire? Le moins corrompu, je veux dire. Le moins corrompu. Et le premier en matière de ITE, en matière de transparence pétrolière. Et il est également le premier en matière d'inégalité, parce que son indice du Gini, qui calcule les écarts de revenus entre les citoyens, est de 0,2. C'est l'un des plus faibles au monde. Ce qui fait que la gestion rigoureuse du pétrole a quand même eu des résultats importants. Et cette gestion rigoureuse est liée à ces différents exemples que je venais de prendre tout à l'heure. Alors, M. Takam, il ressort quand même que même si on peut noter le fait que la Norvège a profité de quelques circonstances, appelons-les comme ça, atténuantes, le fond du problème, c'est la gouvernance.
En réalité, Jules, comme tu le dis, c'est en fait un problème de gouvernance. Si vous prenez le cas de la Guinée équatoriale, comme mon frère le disait tout à l'heure, regardez, la Guinée équatoriale n'a pas 1 million d'habitants. Quel plan ils ont mis dans la gestion de l'argent du pétrole? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les générations à venir? Lorsqu'on regarde l'Afrique centrale en général, on regarde que l'Afrique centrale a beaucoup d'entrées en termes d'argent du pétrole. Mais on remarque qu'au même moment, si vous regardez les infrastructures ou les équipements, l'Afrique centrale est la zone où les infrastructures coûtent le plus cher. Ça veut dire que tout l'argent, on le prend et on décide de le dépenser nous-mêmes, sans penser aux générations futures. Donc c'est vraiment un problème de transparence. C'est pour ça que cette initiative de la Banque mondiale, oui, j'ai envie de dire, bon, je peux comprendre parce que même si on nous donnait tout l'argent aujourd'hui, ça se retrouverait ailleurs. Ça ne devrait pas servir, au moins qu'aujourd'hui, que nous soyons au courant, que nous sachions que voilà ce qui est là et qu'aujourd'hui, on commence à faire comme la Norvège, à dire qu'est-ce qu'on va faire de l'exploitation de l'argent qui sortira d'ici. Comment diversifier notre économie de telle sorte qu'on ne dépende pas seulement de ces ressources naturelles, mais qu'il puisse avoir encore d'autres secteurs qui permettent de porter et puis de faire que sur le plan du temps, sur le plan de l'espace, que l'Afrique soit bien gérée et que les ressources qu'on a, que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on puisse contrôler l'économie du monde. Moi, je pense que c'est possible. Alors, il nous reste plus de assez de temps. Je vais donner la parole à chacun, une dernière prise de parole. Je termine par M. Takam. Vous avez la parole, vous pouvez la garder pour vos mots de fin. Que faut-il retenir au sortir de cette émission? Qu'est-ce que vous souhaitez que ceux qui nous ont suivis retiennent? Oui, je pense que ce que je peux dire, c'est en termes d'impact de tout ce qui représente les ressources pétrolières sur le pays, le développement à court et à long terme, et sur la population. Moi, je pense que c'est très important que nous mettons en place l'intelligence économique, pas en termes de théorie, mais en termes de pratique, parce que ce que nous faisons autour du plateau, on bavarde beaucoup, mais en back-office, qu'est-ce que nous faisons véritablement pour que l'Afrique soit une, pour que les ressources nous profitent vraiment, pas seulement aujourd'hui, parce que si nous revenons 100 ans après que sont devenus nos enfants, je crois que je vais terminer en disant, le cas de la Norvège, c'est un cas à suivre, mais le cas du Venezuela nous interpelle aussi sur les aspects de gouvernance, sur les aspects de maîtrise du cadre macroéconomique dans lequel nous voulons vraiment évoluer. Et tout ça, nos États doivent prendre en compte. Et je dis, ce n'est pas une malédiction pour nous. Je pense que hier, nous n'étions pas allés à l'école. Nos parents n'étaient pas allés à l'école, mais aujourd'hui, au moins, on a des ingénieurs, on a des informaticiens, on a tout ce qu'on veut pour que l'Afrique décolle, comme la Corée du Sud, comme, je ne sais pas, la Chine et tout autre. Il faut seulement que nous mettons en place des conditions favorables au retour de nos jeunes ingénieurs, de nos jeunes spécialistes qui sont à travers le monde pour que l'Afrique décolle. Igris Lynch. Moi, je dirais que l'initiative de la Banque mondiale, effectivement, peut être un peu décevante parce que 50 ans après d'expérience en exploitation de ressources du sous-sol, les Africains auraient déjà pu avoir leur propre école. Je dois rappeler que lorsqu'on parle des Africains ici, il faut exclure l'Afrique du Sud et certains le Maghreb, pays maghrébiens, qui ont aujourd'hui mis en place des systèmes qui leur permettent d'avoir un véritable contrôle sur leurs ressources du sol et du sous-sol. Je pense qu'en Afrique de l'Est, il y a aussi un type d'effort qui est fait par la communauté est-africaine, avec le Kenya en leadership, le Rwanda qui vient petit à petit, l'Ouganda et tout le reste qui ont aujourd'hui, et puis on a le Botswana qui a mis un cadre approprié. Qui est un exemple, si on parle du diamant, il n'y a rien à dire. Pour bien exploiter son diamant et tout le reste. Maintenant, il y a le reste là, situé dans la zone équatoriale. Oui, il y a un réel problème. Oui, il y a un réel problème. Et je pense que l'initiative de la Banque mondiale, pour moi, en tant qu'observateur de la société civile, je vais suivre les résultats à fond. Ça sera intéressant pour moi de dire après aux États, nous savons qu'il y a
telle quantité de ressources minières-là. Ça, c'est la condition, que la carte soit vraie. Les résultats seront publics en principe. Oui, je veux dire, les résultats publiés reflètent la réalité et soient sincères. Oui, qu'il n'y ait pas parce que rien ne nous dit qu'est-ce que la Banque mondiale publiera ça. On va donner la parole au docteur Simo Diom pour son mot de feu. Alors, les pays africains dont Idriss parlait, ceux qui sont situés en deçà de l'équateur, un peu dans cette zone maudite, je ne dirais pas une zone maudite, dans cette zone... Une zone bénite, parce que c'est bien d'avoir des richesses, c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. C'est pour cette raison la malédiction vient de l'incapacité à produire des leaders à même de conduire les pays vers la prospérité. Je disais donc que ces pays sont plus proches du Venezuela que de la Norvège. Le Botswana, lui, il est proche de la Norvège parce qu'il a bénéficié, on l'a vu avec des chercheurs américains, ils ont bénéficié de conditions de départ qui étaient favorables. Lié à un leader, lié à un leader aussi. Le premier point que les chercheurs américains de MIT ont souligné, c'était le mode colonial, donc la façon dont le Botswana a été colonisé. Ils ont décrit sur des pages cette colonisation soft light. Et c'est cette colonisation que le Danemark a établie en Norvège. On ne peut pas comparer la colonisation de l'Afrique équatoriale à la colonisation de la Norvège par le Danemark. On a les mêmes déséquilibres au Nigeria, ils ont été colonisés par les Anglo-Saxons. C'est une colonisation qui avait pour objectif de dépersonnaliser le colonisé, de lui ôter sa personnalité, de lui ôter sa culture, de lui ôter sa culture, de l'aliéner. Donc aujourd'hui, nous pensons que le combat qu'il faut mener, c'est l'intelligence stratégique, amener les générations nouvelles à avoir deux choses qui découlent de notre débat. La première leçon à tirer, c'est que nous avons des richesses et nous ferons l'objet d'une convoitise internationale. Rien ne nous sera donné. La deuxième chose, c'est que nous avons notre destin en main. Malgré la convoitise internationale, malgré le rapport de force qui semble défavorable pour nous, nous avons l'intelligence stratégique qui peut nous permettre d'exploiter nos marges de manœuvre et de renverser la situation parce que rien ne nous sera donné une fois de plus. Monsieur Keïté, pour terminer. Je pense, pour terminer, que nous devons interpeller les populations africaines afin qu'elles prennent véritablement leurs responsabilités parce que il n'est plus temps véritablement de continuer à tirer sur les dirigeants. On parle là de la carte des ressources minières, des ressources naturelles de l'Afrique. Il faut que les populations africaines demandent à leurs dirigeants qu'est-ce que nous avons fait de 50 ans d'exploitation pétrolière, à tel point qu'aujourd'hui, ce soit la Banque mondiale qui vienne nous dire à tel endroit il y a le pétrole, à tel endroit il n'y en a pas. Il faut quand même que les Africains prennent cela en compte et qu'on mette véritablement la pression sur ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent, pour qu'ils nous donnent des résultats sur pour qu'ils soient transparents, qu'il y ait eu certaine traçabilité sur la gestion de l'État. On parle de la Norvège. Les dirigeants norvégiens sont rigoureux, pas parce qu'ils ont besoin d'être rigoureux. C'est parce qu'ils savent que institutionnel qui l'impose. Le cadre institutionnel et la conscience populaire. Ouais. Il y a le regard du peuple qui les effraie, qui pèse sur eux et ils doivent travailler pour rendre compte au peuple. Les Africains doivent quand même se réveiller. Je ne suis pas sûr, heureusement que cette émission existe, je ne suis pas sûr que les Africains sont informés même de ce projet de la Banque mondiale. Ce sont des choses que nous devons connaître, nous devons savoir. Et puis, pour moi, il ne faudrait pas continuer à croire que les ressources naturelles, c'est bien. Elles existent, on doit les exploiter, mais il ne faut pas que l'on croie que c'est une panacée. Parce que certainement, les résultats de la Banque mondiale vont nous révéler qu'il y a des pays africains qui ont des réserves sur 50 ans, mais l'Afrique ne va pas s'arrêter 50 ans après. Il faut qu'on commence déjà à réfléchir comment faire pour sortir de cette pétrodépendance, de la dépendance des ressources naturelles et qu'on crée un modèle alternatif de développement économique. Parce que 50 ans après, l'Afrique va exister et il y aura des générations qui vont exister après nous. Qu'est-ce que ces générations feront en héritage? Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour ouvrir cette nouvelle série. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.